Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter Popote, notre nouveau format hors série de course épique. C'est une première expérimentation, donc n'hésitez pas à partager vos retours sur Facebook, Instagram, tous les moyens de communication que vous avez à portée de main pour nous expliquer ce que vous avez pensé de cette première initiative. Vous l'aurez compris, le titre de ce format hors série est né d'un jeu de mots, donc la Popote, celle qu'on connaît sur les bivouacs et les sentiers, puis c'est aussi surtout cette idée de passer un bon moment entre potes. L'idée c'est de parler de nutrition. Popote, c'est un podcast gourmand et pourquoi pas épicurien qui lie course à pied et nutrition. Je serai donc votre hôte, maître d'hôtel ou peut-être chef étoilé, qui sait, ça dépend un peu du niveau de performance que j'atteins. C'est en tout cas l'ambition, l'objectif. Je suis pas seul parce que ce format-là, je peux pas le porter tout seul et puis ça n'est pas mon idée. C'est une idée construite avec deux personnes qui sont aujourd'hui à côté de moi. J'ai le plaisir d'avoir, on va faire par alphabétique, Baptiste Chassagne, tout récemment auréolé de son titre de champion de France de trail long. Donc là, il a une couronne sur la tête, il se déplace avec, il vient de rentrer en studio, c'était pas très facile, c'est tout à fait ton genre. Oui, je brille dans le métro parisien, j'ai une petite auréole comme ça. Baptiste, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir à 2 reprises dans Course Épique, c'était pour le Lavaredo en juillet 2022, on en avait parlé en tout cas en juillet 2022, et puis un suivi en immersion avec le team Sidas Matrix pendant la Saint-Élion. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille vivement d'aller y jeter une oreille. C'est toujours des grandes et belles expériences et surtout on vit sa course de l'intérieur au plus près du team. C'est aussi très intéressant d'avoir cette lecture-là. J'ai fini de parler, c'est le moment de dire salut Baptiste, comment ça va? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Guillaume, ça va très bien. Je dirais pour résumer que je suis sur... Il n'y a aucun nuage à l'horizon, si ce n'est celui sur lequel je suis actuellement et depuis lequel je te parle, ou je vous parle. Un nuage hérité donc de cette victoire au championnat de France, c'est ça? Notamment, enfin j'imagine qu'il y a d'autres facteurs. C'était il y a 2 semaines, elle vient de loin, et donc du coup, la vague de kiff qui s'en est suivie, pareil, est assez puissante, et depuis j'ai sorti ma planche de surf, et je profite tout en essayant de kiffer un petit peu mes autres passions. Enfin bref, c'est vraiment une période agréable à vivre. Baptiste, dans Popote, tu vas nous apporter ta vision du haut niveau et puis tu vas partager aussi les retours d'expérience sur les courses que tu as pu vivre. Ça va être aussi intéressant de pouvoir mettre en lumière et traduire un peu les enseignements théoriques au regard de toi, ce que tu as pu observer pour toi et puis dans l'écosystème dans lequel tu évolues. En tout cas, ça va être aussi une façon concrète de partager ton regard sur la nutrition et la course à pied. À ta gauche, à ma droite, Jocelyn Guillot, que tu m'as présenté il y a quelques semaines. Et donc voilà, ça fait une jolie bande de popotes. On se connaît donc depuis plus récemment, mais c'est un chouette plaisir de t'avoir avec nous pour ce format. Ça va, Jocelyn? Ça va super. Je profite aussi un petit peu du titre de Baptiste et des belles performances du Team Matrix sur les championnats de France. T'es sur la même vague? Ouais, sur la même vague. Je surfe à côté d'eux, mais un petit peu derrière quand même. Ouais, il fait du bodyboard. Jocelyn, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Baptiste, je l'ai dit, on a eu l'occasion d'échanger un certain nombre de fois et son pédigré, son palmarès est connu. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ton parcours et puis sur ta contribution sur notre format Popote? Ouais, déjà merci de nous accueillir. Moi, je suis diététicien nutritionniste spécialisé en nutrition sportive. Donc pour mon parcours, rapidement, j'ai fait un BTS diététique suivi d'un bachelor en nutrition sportive, ce qui me permet du coup d'avoir des connaissances en nutrition et notamment un peu plus pointu en nutrition sportive. C'est vrai que je suis aussi ancien sportif de haut niveau, je courais en cyclisme et donc j'ai toujours eu cette passion un petit peu pour les sports d'endurance et c'est assez naturellement du coup que voilà, j'ai pris contact avec le Team Matrix et qui a commencé... Team Sidas Matrix. Avec Team Sidas Matrix, ouais. Attention. Ouais, je me fais reprendre. Attention à ta droite. Et donc... Popote, mais quand même. On rigole, mais pas avec pas toi. trop quand même. Et ouais, donc du coup, c'est comme ça qu'a commencé notre collaboration avec le team et avec plusieurs athlètes. Merci beaucoup, Jocelyn. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir Popote, en tout cas, d'expérimenter des choses, de proposer un format de la nutrition sur lequel on apprend des choses et puis on se divertit, on s'amuse, enfin voilà, d'avoir une lecture un peu alternative de ce qu'on peut trouver par ailleurs, qui est très bien fait également. On va commencer, c'est la rubrique d'ouverture et c'est Baptiste qui nous fait le plaisir de la porter. Je pense que un certain nombre de nos auditeurs connaissent la plume, la verve de Baptiste et il va l'exprimer par un billet d'introduction que j'espère doux. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Je vous le demande. Est-ce qu'on peut donner le top départ de cette émission?
Feu. Rendez-vous au premier virage, en évitant la sortie de route. En vrai, je pensais que ça allait être facile, mais j'ai un petit stress quand même. Ça va bien se passer, Baptiste, on est tout oui. Je commence mon petit billet éditorial. Au final, j'ai toujours presque rêvé de faire ça, d'essayer de... J'aime écrire, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait en les lisant? Du coup, ce premier billet... C'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. Sur le jeu, on n'a pas annoncé la thématique de l'épisode. Du coup, on n'a pas du tout annoncé, non, c'est effectivement, c'est une grosse erreur. Être prêt le jour J, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. C'est une grande question qu'on se pose tous, quel que soit notre niveau. C'est comment on fait pour être, en tout cas pour créer les conditions favorables, pour imaginer être prêt le jour J. Donc c'est effectivement ça dont on va parler. Merci Baptiste. Donc voilà, c'est tout simple. Ce petit billet, il porte le titre de jour J. C'était pas hier, ça sera pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre présent, les gars. Bon, ça n'est pas de moi. Cette punchline de guerrier, en réalité, c'est un bruit de vestiaire. Cette rage de vaincre, réincarnée en phrase, la puissante révolte traduite en mots, c'est la propriété d'un célèbre coach de football. Le speech d'un général qui souhaitait gargariser ses troupes. Un discours entre 4 murs, en somme, qui te remet d'équerre entre 4 yeux. Moi, cette punchline, elle m'a marqué. À un point tel que je l'ai retenue sans effort dès la première écoute. Depuis, elle m'habite. Elle vit dans ma tête, sans payer de loyer, ni verser ses APL. Pourquoi ? Certainement, car pendant longtemps, j'ai redouté être ce qu'on appelle un champion de l'entraînement. Un petit gars qui a bien compris que si nos pains, nos gains, et qui du coup n'est jamais aussi performant que lorsque ça compte pour du beurre. Est-ce que tu l'as, Guillaume, ou pas ? Ouais, tu fais bien la pointer, j'ai failli passer à côté nos pains, nos beurre. Je l'ai travaillé celle-là. Joli. Un petit gars besogneux et talentueux la semaine, mais rarement le week-end. Un petit gars qui croque d'un coup de chicot dans le seuil du mardi, qui gueuletonne la sortie longue du jeudi avec appétit, mais qui fait souvent une petite indigestion le dimanche. Un petit gars qui brille dans l'ombre, mais qui s'éteint dès lors qu'on allume la lumière. En gros, un petit gars qui craint le jour J, tout simplement. Le fameux jour de course, celui qui vient concrétiser la démarche, celui qui sanctionne du résultat, celui qui décuple les émotions. Moi, pendant longtemps, ce jour J, il m'a obnubilé et parfois tétanisé. Pourtant, depuis quelques mois, j'ai trouvé 2-3 clés. Je dirais pas que le trousseau s'est soudainement garni, il n'a rien du passe-partout, mais il permet désormais d'ouvrir quelques portes. Notamment celle de l'expression de mon plein potentiel le jour J. Car ouais les gars, en course à pied, comme en podcast, c'était pas hier, ce sera pas demain, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il nous faut être bon. Bravo, ça nous met la pression à nous maintenant, ça y est. Ouais, faut qu'on soit aussi près le jour J du coup. Baptiste, je rebondis là sur ton billet que je découvre comme Jocelyn. Est-ce que ça a pu être une forme de pression, ça, de se dire que, d'avoir cette espèce de sentiment que après avoir répété un peu les défaillances, ou en tout cas pas avoir été totalement présent le jour J comme tu l'espérais, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été amené à redouter par anticipation ? Carrément, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on introduit ce podcast Popote avec cette thématique, c'est que le jour J, c'est le jour de vérité, en fait, celui qui vient concrétiser la démarche et celui où on franchit la ligne d'arrivée d'une certaine manière, celui où on se concrétise. Et voilà, il y a une montée en pression, il y a pas mal d'enjeux qui viennent en fait en gros se cristalliser sur ces 24 heures-là. Et je trouve que c'est assez génial. Il y a un mix d'émotions, il faut... Oui, c'est une sorte la démarche, une sorte d'entonnoir qui te mène vers ce jour J et je trouve qu'il est hyper challengeant d'y arriver en forme et d'arriver à exprimer son plein potentiel ce jour-là en fait. Et pour moi c'est encore assez flou, il n'y a pas de clé, mais c'est un véritable enjeu et qui saisit, je pense, tous les passionnés de course à pied. Savoir répondre présent le jour J. Jocelyn, on va un peu poser l'enjeu de l'épisode. Concrètement, comment est-ce qu'on peut considérer qu'on est prêt ? Ça veut dire quoi, être prêt ? Ouais, alors d'un point de vue nutritionnel, être prêt le jour J, je pense qu'il y a 3 points principaux. C'est notamment d'avoir un confort digestif qui va être optimal pour ne pas être embêté par des douleurs abdominales
éventuellement des vomissements, ce genre de choses pendant l'effort. Il y a également, d'un point de vue énergétique, que les stocks soient prêts à effectuer un effort qui va être difficile, qui va être soutenu. Et également, ce dernier point, d'avoir pu tester toute sa nutrition en amont et d'essayer d'avoir laissé le moins de part au hasard. Tu vas nous expliquer un peu tout ça en détail, ça va être l'objet de nos échanges. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que si on a une hygiène de vie peut-être pas très soignée ou sur laquelle on ne porte pas particulièrement attention, est-ce qu'on peut, quand on est dans la dynamique de viser un objectif, est-ce qu'on peut récupérer le coup sur une prépa de 8 à 12 semaines sur laquelle d'un seul coup on décide d'être plus attentif à ce qu'on fait et à se préparer, c'est ce que tu viens d'expliquer là dans les grandes lignes. Est-ce qu'on peut déjà corriger des choses et se mettre dans les meilleures dispositions sur une période qui est relativement resserrée, qui est très liée à un objectif? Ouais, alors c'est vrai que ça va pas mal dépendre du coup du point de départ. La nutrition, elle va pouvoir vous aider réellement à passer des petits caps. Malgré tout, ça peut pas non plus sauver ton prépa parce qu'il y a également toute la partie entraînement qui est impossible à négliger et qui va principalement vous faire progresser. Malgré tout, la nutrition, elle va permettre de vous aider à passer ces petits caps et à arriver en forme le jour J. Une nutrition qui va être par exemple bien équilibrée avec une bonne répartition entre les féculents, les protéines, et également avoir des apports de légumes, de fruits pour avoir des fibres, des vitamines, des minéraux, enfin tout ce qui est essentiel pour un sportif. Voilà, ça va être un petit peu la clé. Donc la nutrition, elle va permettre en fait clairement en fait de mieux récupérer entre vos sorties, de permettre de passer les sorties avec plus de force. Par exemple, sur des sorties longues, c'est vrai que la nutrition, c'est vraiment le point clé. Et donc, clairement, le tester, le mettre en application, ça va être la clé pour pas sauver sa préparation, mais du coup, pour pouvoir la mener avec le plus de facilité possible. Moi, j'avoue que c'est un sujet sur lequel je suis pas très attentif dans mes défis, à mon échelle, en tout cas mes projets. Comment est-ce qu'on peut poser ça et avoir une vision de ce qu'on doit faire? Enfin, comment on établit un peu son plan? Est-ce qu'il faut nécessairement se faire aider? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont valables et qui sont applicables? Ou est-ce que c'est finalement, à force d'expérience, qu'on va un peu préciser aussi ce qui est valable pour soi? J'imagine que c'est forcément très individualisé, mais est-ce que les gros principes, on peut les explorer soi-même? Est-ce que c'est important de se faire aider? Et puis à quel point on peut ensuite personnaliser? Il faut aussi apprendre à connaître son corps. Comment est-ce qu'on opère tout ça? Ouais, c'est vrai que je pense que pour la plupart des athlètes, c'est vrai que de par leur expérience, ils n'ont pas forcément besoin de se faire aider. Donc ils vont créer en fait leur propre expérience, pouvoir tester au fil des courses, au fil de leur préparation, différentes techniques et affiner en fonction de ce qui marche et ce qui marche moins bien. Je pense malgré tout que pour la plupart des athlètes, que ce soit amateurs ou de haut niveau, se faire aider, se faire accompagner, ça a vraiment du sens et au moins on est sûr de ce qu'on fait et ça permet peut-être d'éviter des contre-performances qui peuvent arriver le jour J et qu'on n'aurait pas pu anticiper et de ce point de vue-là, je pense que se faire aider, ça peut être la clé. On a sollicité chacun, tous les trois, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour savoir s'il y avait des questions qui étaient en lien avec ce sujet, sans spoiler Popote. Anthony nous posait la question de savoir comment connaître ses besoins énergétiques. Est-ce que c'est possible de le faire et si oui, comment? Ouais, alors c'est possible, mais là encore une fois, du coup, si on n'est pas aidé, ça devient compliqué. C'est vrai qu'il y a des grands principes. On peut déterminer de manière approximative avec des formules la dépense énergétique. On peut voir maintenant sur les montres connectées que ça nous donne la dépense énergétique sur une sortie. En ce qui concerne la répartition des macronutriments, donc ce sont les protéines, lipides et glucides. Il y a des grands principes qui sont exploités en grammes par kilogramme de poids de corps qui permettent de calculer en fait nos besoins et donc de savoir à peu près dans une fourchette où on doit se situer. Je pense que c'est pas
c'est pas facilement applicable pour tout le monde. Il faut avoir des connaissances, il faut lire les étiquettes, il faut se projeter un petit peu et mettre en place voilà, un fonctionnement qui nous convient. Et donc, du coup, l'idée, en tout cas, de moi, diététicien, c'est d'essayer d'aider les personnes en fait, à mettre en application ces grands principes qui ne parlent pas forcément. Par exemple, un athlète d'endurance, on va lui dire de consommer entre 4 et 8 grammes par kilogramme de glucides par jour. Voilà, je pense que ça parle pas à tout le monde, donc même moi tu m'as perdu là. Ouais, voilà. c'est souvent le cas. Dans le quotidien, tu veux dire, ou quand Ouais, au quotidien, c'est souvent le cas. Ça va dépendre en même temps des phases de préparation où on en est, des séances qui vont être effectuées. En fait, les glucides, ça va vraiment être le carburant, la ressource énergétique sur les efforts d'endurance. Le but, en fait, ça va vraiment être d'avoir nos stocks qui sont au maximum pleins pour pouvoir effectuer des efforts plus longtemps, pour avoir un meilleur ressenti à l'effort. Et c'est vrai que c'est là-dessus où nous, diététiciens, on va venir essayer d'aider pour que les stocks soient le mieux optimisés. Donc voilà, le but c'est d'essayer de faire appliquer un petit peu ces grandes lignes qui peuvent être un petit peu floues et pas faciles à comprendre. C'est exploitable et ça a du sens. Les données, là tu parlais des montres notamment qui permettent de suivre un peu les calories qu'on a brûlées pendant sa sortie. Est-ce que c'est des outils qui te semblent valables ou ça donne une petite tendance? Ouais, Quelle lecture en avoir? Ouais, je pense plutôt que ça donne la tendance. C'est vrai que maintenant, avec également les ceintures cardiaques, on peut avoir d'autres données qui viennent compléter en fait et qui vont rendre la mesure un peu plus précise. Malgré tout, si on voudrait vraiment la déterminer, il faudrait faire des tests en salle calorimétrie. Enfin, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, mais malgré tout, ça donne une bonne tendance et on peut se fier à ce qui est donné pour le prendre en compte et pouvoir aviser sur un plan nutritionnel qui peut dépendre de l'exercice qui va être effectué. Baptiste, toi, comment tu décryptes tous ces signaux et comment tu arrives à analyser ton état? Est-ce que tu as un autodiagnostic possible pour savoir si tu fais les bonnes choses en termes de nutrition? Si il y a probablement des outils, toi tu es dans un cas très particulier et exceptionnel d'avoir un suivi très, très proche. Est-ce que malgré tout, il y a aussi des signaux que tu peux interpréter indépendamment de chiffres? Voilà, sur quoi tu t'appuies toi pour jauger de ce que tu as ou pas? Est-ce que c'est juste la vérité de la course et du moment qui à un moment te fait comprendre là où tu en es, ou est-ce que tu peux savoir et interpréter? Par rapport à si je suis en forme et si je vais être prêt pour le jour J, oui, il y a vraiment des signaux que je qualifierais plus de sensitifs. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, comme dit Jocelyn, j'apprends à me connaître, j'apprends à savoir si je suis plutôt bien ou plutôt moyen. Moi, la nutrition, ça a toujours été quelque chose de pas, je dirais pas complexe, mais si, c'est le mot, peut-être complexe, à la fois parce que c'était un peu flou, parce que j'y connaissais pas grand-chose, et puis même il y avait un rapport un petit peu je t'aime moi non plus, c'était donc complexe à double sens. Et depuis que j'ai rencontré Joss, il y a une petite année, et qui nous accompagne avec le team, c'est vrai que j'ai fait un vrai virage par rapport à ça, au sens où le mot que je qualifierais, que j'utiliserais, c'est l'apaisement, la bienveillance, par rapport à cet aspect nutrition, et surtout aussi le côté un peu plus expertise pour performer. Je me suis rendu compte qu'il y avait là une vraie clé de performance, et que tu n'étais pas obligé d'être à la pipette et sur l'aspect hyper scientifique pour performer en fait. La bienveillance et la performance pouvaient fonctionner ensemble. Tout ça, ça m'amène à dire que depuis un an et demi même, j'ai eu 5 objectifs majeurs de course, 5 jours J, et à chaque fois j'ai su répondre présent. Donc j'ai commencé à mettre en place une certaine forme de recette que j'applique et dont Jocelyn va nous parler sur la recherche glucidique, la préparation du plan nutrition, qui me permet d'arriver en forme. Et souvent on parle du pic de forme, et moi j'ai plutôt tendance à ressentir un plateau de forme. C'est pas un jour un pic qu'on a et on espère qu'il va tomber sur ce pic va tomber sur l'un des 365 jours de l'année. Non, c'est plus un plateau qui je dirais dure entre 2 et 3 semaines, et où on se sent bien, on se sent un peu dans le flow, on se sent en confiance, on sent que en fait la course peut venir n'importe quel jour, on est prêt. Et en fait le jour J,
il va juste s'agir de monter sur le point culminant de ce plateau. Avec l'adversité, l'adrénaline, l'affûtage. Voilà, c'est un peu... c'est comme ça qu'aujourd'hui, je conceptualise le fait d'être prêt. C'est avoir l'impression de courir sur un plateau de forme. Jocelyn, je l'ai dit, moi je suis assez néophyte sur tous ces sujets. J'ai le sentiment que l'intestin, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que tu peux juste illustrer concrètement le mécanisme, ce qui se passe en termes d'intestin pendant l'effort? C'est quoi concrètement l'assimilation, enfin, comment tout ça se passe, et puis qu'est-ce qui peut expliquer potentiellement des défaillances? Ouais, alors c'est vrai que ça va être l'un des organes principaux au cours de l'effort. Pour faire simple, en fait, au cours de l'effort physique, le système digestif va être très peu irrigué. Il y a un phénomène d'ischémie où peu de sang va être envoyé vers notre système digestif et va plutôt aller vers les muscles pour pouvoir les alimenter pendant l'exercice. Donc ça fait déjà un point où du coup on est plus sensible en fait de ce côté-là. En course à pied, il y a également les répétitions de chocs qui vont venir encore plus fragiliser les intestins. Et quand on rajoute par-dessus ça la nutrition, ça fait un petit cocktail où chez certains ça passe moyennement bien. Et donc l'idée, c'est de pouvoir tester vraiment toute sa nutrition, essayer de mettre en application des concepts clés qui permettent en fait d'éviter ce genre de problème qui est chez les sports d'endurance récurrent et qui est l'une des principales causes d'abandon. Donc voilà, on entraîne les intestins comme on entraîne les jambes ou bien la tête. C'est le moment de sortir ce nom barbare, l'entraînement des intestins, ça s'appelle. Le training the gut, on appelle ça comme ça. C'est un nom de viking un peu. ça fait peur, mais au final... Qu'est-ce que c'est le gut training? Le gut training, donc du coup, c'est un principe qui est de consommer de manière exponentielle des glucides au fur et à mesure de sa préparation. Donc on va essayer d'augmenter petit à petit la consommation de glucides sur les sorties d'entraînement, vu que nos stocks de glycogène, donc nos stocks de glucides que l'on retrouve dans nos muscles et dans le foie, c'est une source qui va être très limitée. On compte environ 2000 calories de stock de glycogène. Donc c'est vrai que généralement on estime environ 1h30 à peu près d'effort avant que les stocks soient épuisés. L'idée en fait du coup d'augmenter les glucides, c'est de se prémunir de ce vidage de stock. Et donc du coup le seul moyen c'est de consommer des glucides à l'effort. Et l'idée du gut training, c'est de pouvoir augmenter petit à petit ces glucides afin tout simplement de ne pas avoir de problèmes digestifs et de pouvoir augmenter de 60 à 80, 90 grammes, voire plus de grammes de glucides par heure. Donc ce sont des quantités qui sont très élevées et on est obligé de s'entraîner pour en fait multiplier le nombre de transporteurs intestinaux. Et donc voilà, on se prémunit un petit peu plus des risques en tout cas de syndrome, de troubles gastro-intestinaux. Donc c'est un point clé de la préparation et ça permet aussi de tester toute sa nutrition et tous les gels par exemple qu'on va utiliser à l'effort avant la compète pour pas avoir de surprise le jour J. On a évoqué donc la partie le confort digestif qui est un des 3 éléments clés que tu as identifié un peu plus tôt. Le second point, c'était sur les stocks de glycogène, être au taquet. Comment est-ce que ça se fait, en tout cas dans les semaines qui précèdent? On va faire un focus un peu après sur vraiment les 7 derniers jours qui sont bien particuliers. Qu'est-ce qu'on doit entreprendre avant? Comment est-ce qu'on blinde ces stocks? Juste, ça me fait rire parce que j'ai une image qui me vient quand tu dis les stocks de glycogène au taquet. Je te vois avec de la sauce pesto qui soigne des yeux tellement t'as mangé des pâtes. C'est un peu le but, non, Joss? Ouais, c'est un peu le but. L'idée pour avoir des stocks de glycogène qui vont être pleins, c'est d'augmenter en fait notre portion de glucides sur les journées. Donc pour cela, on peut passer du coup par les féculents et notamment les pâtes qui sont de très bons moyens d'apporter beaucoup de glucides. L'idée, je pense, dans la préparation, c'est plutôt en fonction de l'activité qu'on va avoir sur ces journées, de faire varier notre consommation de glucides. Donc par exemple, sur des journées
type un petit peu marathon où on répète des allures avec des séances un peu longues. C'est sur ce genre de sortie en fait qu'on va avoir une consommation élevée de glucides, et sur les journées off ou sur les journées un peu plus récup, il y a un peu moins de besoin en fait de glucides, donc on peut les baisser sur cette période. Donc faut plutôt en fait adapter sa portion de glucides par rapport aux entraînements qu'on va avoir, et donc c'est comme ça qu'on peut faire varier un petit peu nos stocks de glycogène. Mais clairement, la clé, ça passe par manger des glucides, et il n'y a pas d'autre moyen. Il y a une nuance sur les stocks là, de glycogène musculaire et hépatique? Ouais, exactement. Alors, le stock hépatique, en fait, du coup, c'est le stock qu'on va retrouver dans le foie. Principalement, celui-ci va servir en fait à maintenir la glycémie tout au long de la journée, et notamment pendant l'effort physique, alors que nos stocks de glycogène musculaire vont servir vraiment à la production d'énergie. Donc ils n'ont pas tout à fait le même rôle, et par contre le but c'est d'avoir le maximum de stock pour du coup éviter l'hypoglycémie ou encore éviter les défaillances. Donc il y a quand même une petite différence de rôle dans ces deux stocks. Le troisième point clé, c'est tester, ne pas tenter des choses le jour J. Ouais. Je pense que c'est l'un des points principaux. Voilà, c'est vrai qu'on peut être amené généralement à pouvoir tester le jour J, où on se dit je garde les bons aliments pour la course, que du coup j'ai pas forcément testé, et en fait c'est une erreur. La répétition des tests, donc sur des séances qui vont être clés, donc par exemple où encore une fois on va être sur des allures type marathon, des intensités qui sont proches de la course, c'est vraiment à ce moment-là en fait où on va voir si notre nutrition marche ou pas. Donc c'est sur ce genre de séance où vraiment la nutrition va être clé, parce que si par exemple on consomme des gels dont on n'a pas forcément l'habitude en course, et qu'on le fait pas forcément à l'entraînement, ou sur des séances où c'est facile en fait, où c'est facile de manger, où c'est facile de boire, on n'est pas vraiment dans les mêmes conditions, et c'est vrai que c'est pas ce qui va se passer sur le terrain, où des fois c'est compliqué de mettre la main à la poche. C'est pas évident d'avoir les automatismes de manger par exemple toutes les 30 minutes, ou d'avoir une fréquence régulière, et donc l'entraînement, ça passe du coup par le gut training, mais aussi tester vraiment toute son alimentation en amont, que ce soit boisson de l'effort, bar, gel ou bien compote. Donc ouais, Jocelyn, l'important c'est vraiment de tester et pas de partir à l'aveugle. C'est un point de vue que partage un de nos invités par procuration, qui nous fait le plaisir de nous livrer un message vocal. Il nous parle un peu de sa stratégie de nutrition, et notamment sur ce sujet de la gestion de l'imprévu, en tout cas de le limiter. Cet invité de prestige, c'est Thibaut Barognan, avec lequel tu as pris contact, Baptiste, et qui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous répondre. Il va illustrer sa réponse sur ce sujet-là, puis un peu plus tard, il va nous en dire un peu plus sur sa gestion plus spécifique à quelques heures de l'objectif. Exactement. Merci Thib, et je lance le petit vocal. Salut les gars, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je me suis levé avec une énergie un peu trop débordante là. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, ou cette nuit du moins. Je vais essayer d'être sérieux et de faire court et de répondre aux questions. Première question, 1 ou 2 conseils pour être prêt le jour J d'un point de vue nutritionnel. Bon, on va pas révolutionner le truc en un vocal. Des plans nutritionnels, des stratégies nutritionnelles, il y en a, on va dire qu'il y en a des milliers, mais il y a une base qui est à peu près unanime à tous ces plans-là. Je pense pas que ça vaille le coup de revenir dessus. Ce que je peux, moi, de mon expérience, tirer de ça ou donner comme conseil, c'est que j'évite, ou il faut éviter, ou il faudrait éviter, en tout cas, les imprévus. Voilà, moi, c'est ce que j'essaye de me dire. Moins il y a d'imprévus, plus je contrôle la situation, plus je suis serein par rapport à mon départ de course. Alors que ça vaut pour le plan nutritionnel, mais ça vaut aussi pour d'autres choses. Hein. Ça peut être la logistique, par exemple, la logistique voyage. Mais au niveau nutritionnel, voilà, pas d'imprévu. Ça veut dire
des choses qu'on connaît. On s'emballe pas sur des nouvelles recettes, on s'emballe pas sur des nouvelles barres, sur des nouveaux gels, sur un dîner d'avant-course qu'on n'a jamais fait. Si on est chez nous, évidemment, ou qu'on peut cuisiner, ben, l'idée, c'est de faire quelque chose qu'on a déjà testé, qu'on connaît, qu'on sait faire. Voilà, encore une fois, pas de nouveaux produits. Si on est à l'hôtel, eh ben, peut-être tester ou qu'on n'a pas le choix, du moins du repas, peut-être le tester l'avant-veille ou l'avant-avant-veille pour voir comment ça passe. Et puis voilà, le gros point pour moi, c'est de savoir gérer les inconnus et savoir gérer les imprévus au mieux. Donc plus on atténue ça, mieux on est. Et sur un point nutritionnel, au moins on est OK avec ça. On va pas réfléchir à est-ce que j'ai mangé le bon truc, je connaissais pas, est-ce que ça va pas me faire plus de mal que de bien. Donc voilà, après on va pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Merci Thib. Merci Thibaut. J'ai une question qui a été posée par Chronique Reneuse qui demandait, on parlait de ce qu'il fallait privilégier. Est-ce qu'il y a des choses et des aliments qu'il faut absolument éviter pour justement ne pas souffrir de désordres intestinaux? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'est par logique de phase ou est-ce qu'il y a quand même des grands principes de choses qui sont peut-être moins adaptés? Ouais, c'est vrai qu'en amont de la course, on va essayer de limiter les graisses, les fibres, les épices en fait qui peuvent venir causer des troubles intestinaux qui sont pas forcément très bien tolérés par tout le monde. Et donc l'idée c'est de petit à petit, plus on va se rapprocher de la course, ça va être de les réduire, voire presque de les exclure. Donc voilà, il y a quelques aliments qu'on va vraiment réduire, par exemple les crudités à l'approche d'une course, on va éviter parce que du coup on va assez mal les tolérer. Le but c'est de maintenir le confort digestif et c'est vrai que ça se fait pas uniquement la veille, ça se fait au moins 2, 3, voire 4 jours en avance. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il faut anticiper un petit peu. Et quand il dit exclure les crudités, moi, je conçois pas un repas sans légumes ou sans produits frais. Donc, du moins fruits ou légumes, j'entends. Et ça veut pas dire les exclure totalement, c'est plutôt du coup dire les cuire. Ouais. Ce qu'on aurait mangé en salade, en crudité, finalement on fait cuire pour casser un petit peu les fibres. Mais moi, clairement, même à J-1, j'imagine pas faire un repas sans légumes, sans fruits. Ouais, je pense l'idée c'est ça. C'est pas, du coup, c'est d'éviter plutôt les crudités, mais par contre, la cuisson, comme dit Baptiste, va permettre en fait de rendre les fibres plus digestes. Donc voilà, manger des légumes cuits, ça pose pas de problème. C'est vrai que les consommer par exemple sous forme de potage ou sous forme de soupe les rend encore plus tolérants parce que du coup, il va y avoir un petit peu cet effet de broyage des fibres qui rend en fait beaucoup plus digeste une soupe qu'une entrée vraiment de crudité. Donc l'idée c'est pas d'exclure non plus totalement les légumes, mais c'est de pouvoir les consommer sous une autre forme qu'on peut le faire habituellement. On est dans le sprint final, on est à J-7. Il y a différents cycles ou sous-séquences dans cette dernière semaine. Peut-être, Baptiste, toi, entre la période qu'on appelle J-7 à J-4, concrètement, comment est-ce que toi tu gères cette partie nutrition? Et voilà, puis si tu vas abonder ensuite, Jocelyn, sur vraiment cette phase très particulière. En tout cas, toi, concrètement, comment tu gères ça, Bat? Eh ben, concrètement, comme dit Joss, je la corrèle à mon activité physique. Donc, de J-7 à J-4, généralement, c'est vraiment le petit creux de mon affûtage, c'est-à-dire que c'est la période où je fais très peu de sport, où vraiment je fais du jus, avant de réactiver un petit peu pour pas m'endormir de J-4 au jour J. Et donc du coup sur J-7 à J-4, comme disait Jocelyn, je corrèle mon apport en glucides, donc je vais plutôt avoir tendance, déjà l'appétit va diminuer un petit peu naturellement, mais je vais plutôt avoir tendance à apporter mon choix sur des légumes, des fruits, des protéines, tout en veillant à avoir la petite dose de glucides quand même qui va bien chaque jour. Mais voilà, disons que je vide pas les stocks de glycogène pour mieux les remplir ensuite. Je dirais juste que je les abaisse naturellement, corrélés à la charge d'entraînement.
Il y a des notions que j'ai entendues, dont j'ai entendu parler en tout cas, le régime scandinave, le régime dissocié. Est-ce que Jocelyn peut nous expliquer un peu ce qui se cache derrière ces noms et puis éventuellement partager un point de vue sur l'intérêt de l'appliquer ou pas? Vous voyez pas, mais à l'évocation de ces mots, Guillaume, il a la petite goutte de sueur sur le front. Régime scandinave et tout. Après le pesto sous les yeux, c'est l'étape d'après. Je sais pas comment je vais finir l'épisode. Ouais, ça fait, rien que les entendre, ça peut faire un petit peu peur. Et en fait, pour le principe du régime scandinave, c'est un principe qui s'appliquait il y a très longtemps. En fait, le but c'était de vider les stocks de glycogène au complet pour pouvoir les re-remplir par la suite. Donc en fait, de J-7 jusqu'à J-4, il y avait quasiment une exclusion des glucides, une consommation très très faible pour abaisser nos stocks petit à petit pendant cette période. Et ensuite de reconsommer de manière très forte en fait des glucides pour pouvoir restocker de manière un peu plus haute avec un peu ce phénomène de surcompensation et voilà, certains athlètes le mettaient en place, ça se fait encore un petit peu actuellement. C'est vrai que moi de mon point de vue je suis pas hyper fan de ce précepte là. Il y a le régime qu'on peut appeler dissocié qui est simplement une recharge glucidique en fait, où, comme l'a dit Baptiste, de J-7 jusqu'à J-4, on continue de manger équilibré, on mange par rapport à l'activité qu'on va fournir, par rapport aux séances qui vont être faites. Mais on bouscule pas en tout cas ses habitudes, si ce n'est adapté à son exercice, mais sinon on change rien, sur le principe. Exactement, sur le principe on change vraiment rien. Je pense que d'un point de vue faisabilité, déjà je pense que c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça, et du coup pour finir de J-3 jusqu'au jour J, recharge glucidique, un peu le même principe que le régime scandinave, où là on va consommer une grande quantité de glucides. De mon point de vue, je pense que c'est mieux de faire comme ça, parce que généralement l'athlète adhère quand même mieux à garder en fait un rythme qu'il connaît. Ce qu'on voit également, c'est que lorsqu'on réintroduit les glucides après une période de 4-5 jours où on n'en a pas consommé, ça peut causer des désordres intestinaux. Donc à J-3, c'est quand même pas super intéressant. Moi, c'est mon suspect numéro 1 sur un ventoux que j'ai planté il y a 3 ans. Je pense que c'est en faisant ce test-là, justement. Ouais, ça peut... Ça m'a pas du tout réussi, et je pense que c'est ça ce qui a fait que j'ai vraiment foiré ma course. Ça peut être une cause, en effet. Et puis aussi, il y a ce côté un petit peu où pour les athlètes, on est proche de la course. L'idée, c'est qu'ils se sentent bien aussi dans la tête. Et donc, si par exemple, il fait une séance avec des rappels d'allure, type ce qu'il fera en course, si l'athlète il a des mauvaises sensations à J-4, J-5, parce que les stocks de glucides, les stocks de glycogène sont vraiment bas, on peut commencer à douter, alors que aussi bien la préparation a été très bonne et que l'athlète était très en forme. Et donc aussi un petit peu de ce côté-là, je pense que le but c'est que l'athlète il arrive fort mentalement et fort physiquement avec des réserves énergétiques pleines, et en fait clairement entre un régime dissocié et un régime scandinave ou sinon la recharge glucidique, clairement il y a pas d'impact en fait entre les stocks de glycogène. Ils seront quasi similaires, voire similaires. Donc pour toutes ces raisons en fait, je préfère mieux dire à l'athlète de faire une recharge glucidique à J-3, et ça fait largement l'affaire. Il y a Alex qui nous a posé la question de savoir sur justement ce cycle à J-3 où on recharge, sur la maltodextrine, tout ça, est-ce que c'est des bons leviers, des bons outils pour recharger, ou tu déconseillerais? Alors la maltodextrine, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Par l'alimentation, l'alimentation peut suffire en fait à faire une recharge glucidique qui va être qualitative. Parfois la maltodextrine, ça peut aider certains athlètes qui ont un appétit qui peut être plus faible. Ouais, j'ai la bouteille de Malto. Donc c'est le marathon de Paris dans 2 jours. Ouais, c'est pas une petite bouteille. Hein. Non, 1 litre. 5, mais donc, en ce qui concerne la malto, ça peut être intéressant chez certains athlètes qui ont un appétit pas très élevé, donc pour apporter des glucides sous forme liquide.
Donc c'est vrai que le volume est assez faible. Enfin, on peut la consommer sans faim en fait, alors que parfois augmenter par exemple des portions de féculents de 100 ou 150 grammes, c'est plus compliqué, surtout quand l'activité baisse. Donc pourquoi pas la malto? Je pense que c'est vraiment pas obligatoire, qu'on peut s'en passer, mais dans certains cas, ça peut être intéressant. On se rapproche petit à petit de l'objectif. On est la veille au soir. Thibaut Barognan nous a fait le plaisir de nous faire un petit message vocal pour nous éclairer sur de quoi est fait son dîner de la veille. En réalité, il ne va pas vraiment nous le dire, mais c'est quand même intéressant d'avoir son point de vue sur le sujet et puis sur le jour J, le petit-déj. On l'écoute ? Carrément. Deuxième question, le dîner de veille de course et le petit-déj. Alors, encore une fois, je fais des choses que je connais quand je peux le faire. Par exemple, sur les France, on avait loué un Airbnb, on avait la cuisine, donc j'étais un peu comme chez moi. Je vais pas te donner la recette de mon repas de veille de course parce que c'est le même depuis 2015, quasiment depuis 2015. En tout cas, c'est un petit clin d'œil à mon pote Gaël, super pote de kiné, que j'ai pas eu depuis très longtemps et qui était avec moi sur les France 2015 et on avait fait un repas que je faisais de temps en temps. Et depuis, c'est un peu mon repas, pas fétiche, mais presque. Ça veut dire, si je mange pas, c'est pas grave, mais du coup, je copie un peu ce repas de veille de course. Donc, c'est un petit secret. Non, il n'y a rien de secret, mais voilà, c'est à chacun son repas qui lui va bien. Je sais que celui-là me convient plutôt bien, donc j'essaie de le reproduire. La veille de course, autour de 19h, 19h30, assez tôt pour pouvoir se poser tranquille et dormir tranquille. Et puis sur le petit-déj, c'est quelque chose de classique. C'est le même petit-déj que tous mes petits-déj en fait. Donc ça, j'ai fait déjà plusieurs vidéos, plusieurs podcasts là-dessus. Bref, pas revenir sur le détail de mon petit-déj, mais en quelque sorte, si je peux le faire, je fais exactement le même. Et question aussi logistique, j'essaye de toujours avoir le minimum sur moi pour petit déjeuner si je suis pas dans un endroit connu ou que je suis par exemple à l'hôtel. J'amène toujours 2-3 trucs depuis chez moi pour avoir une base de petit déj qui soit presque toujours la même. Évidemment, quand on n'a pas de cuisine, c'est un peu plus compliqué de se faire des œufs coques, mais voilà, essayer d'avoir une petite base qui soit connu pour pas être totalement, encore une fois, dans l'inconnu face au petit-déj d'avant-course. J'essaie de le prendre 3 heures avant la course. Quand c'est des courses ultra rapides, comme au France, voilà, j'essaie de presque finir 3 heures avant, ou au moins, voilà, finir 2h45, 3 heures avant la course. Et puis après, hydratation, en gros, 500 millilitres jusqu'au départ, plutôt de l'eau, voilà. Ou un petit thé si vraiment il fait froid, là. S'il fait froid, par exemple l'hiver, je me refais un petit thé, mais voilà, pas de miracle, pas de solution miracle et de recette miracle. Toi aussi, tu as ton petit kit de survie, Baptiste? Il s'arrête plus. Effectivement, en fait, moi j'ai la chance depuis pas très longtemps de côtoyer Thibaut. Que je considère comme vraiment comme un ami. Je trouve que l'amitié, ça se mesure pas. C'est au-dessus de Popote ou en dessous, ami? Franchement, c'est sur le même plateau. Ouais, le même plateau. C'est le même plateau de forme. Et ça fait pas longtemps, mais c'est assez fort, intense et hyper instructif comme amitié. En fait, on apprend beaucoup en l'observant. Je trouve que c'est un peu vraiment le prototype de l'athlète professionnel en trail. Tout ce petit virage pour dire que depuis que je côtoie Thibaut, effectivement, j'ai ce petit kit de survie qui en fait te rend serein par rapport au fait que tu vas pouvoir petit déjeuner ce que tu as envie. Donc je peux te donner, moi, il maîtrise super bien l'art du teasing, Thibaut, tu vois, il te donne, il dit ouais, j'ai un truc miracle que je fais depuis 2015 et puis manifestement ça marche, puis il te donne pas la recette évidemment. Moi j'ai pas peur de le dire, c'est dans mon petit kit de survie, il y a de quoi faire un bowl cake dont la recette m'a été donnée par Anthony Felbert, un de mes potes du Team Sidas Matrix. Donc dedans il y a du flocon d'avoine, de la compote de pommes, un petit peu de levure, de la farine d'épeautre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, un tout petit peu de lait et c'est tout.
Comment? Un œuf. Un œuf. Ah oui, j'ai oublié l'œuf. Extrêmement important. Et quelques petits carreaux de chocolat que j'émiette. Et puis tu mélanges tout de manière hyper facile. Puis ensuite, je mets ça au micro-ondes pendant 3-4 minutes. Et en plus, ensuite, Régal. régalade. Anthony, il avait partagé dans le podcast sur lequel on avait échangé pour Baou, hors sentier. Une autre recette, la betteriflette, c'est ça hein? Je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, la betterave et tartiflette, mais je pense pas que ce soit recommandé forcément à quelques heures d'une course. Ouais, non, pas au petit-déj surtout. Ouais. C'est plutôt pour passer un bon hiver tranquille, loin des objectifs. Carrément. Qu'est-ce qu'il faut donc réussir, Jocelyn, la veille, le matin? C'est quoi les choses à vraiment garder en tête pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient l'appliquer pour leur objectif? Ouais, comme le disait Thibaut, je pense que voilà, toujours un petit peu dans cette dynamique de pas d'innovation en fait à l'approche de la course, rester sur des aliments qu'on a l'habitude de consommer, qu'on sait qu'on n'a pas de problème à les digérer. Donc voilà, un repas à veille de course, ça peut être par exemple une portion de légumes cuits, donc par exemple sous forme de potage comme on a pu le dire tout à l'heure. Popotage, ouais. C'est chaud. Plus 1. Ouais, vous voyez pas, on a un tableau pour les jeux de mots. T'es en tête, Guillaume, là. Accompagné de ça, c'est ce qui va représenter la majorité de l'assiette. Ça va être une bonne portion de féculents. Donc l'idée, c'est d'aller chercher par exemple des pâtes, du riz, du quinoa, des aliments qui vont apporter beaucoup de glucides. Donc on va privilégier également une cuisson qui va être al dente pour pas avoir en fait un index glycémique qui va être trop élevé. Et donc voilà, on va être plus à risque en fait de faire une hypoglycémie qui peut être réactionnelle vu qu'on apporte assez peu de fibres et peu de matière grasse sur ces repas-là. Avec les féculents, on apporte une portion de protéines, donc on va favoriser de la viande maigre ou bien du poisson ou bien des œufs. Donc une portion de protéines qui va être très digeste. Et puis on peut finir avec un dessert type compote, donc un peu dans le même objectif que le potage, c'est d'avoir en fait un broyage des fibres, une cuisson, et donc ça va rendre, au lieu de manger une pomme qui n'est pas forcément très digeste, plutôt privilégier les compotes qui vont apporter un peu plus de glucides. J'ai pas dit compopote. Hein. Compopote, ouais. Pas du tout. et voilà, c'est d'autant plus intéressant que des fruits qu'on peut trouver du coup sur le marché. Et je pense que voilà, c'est très simple en fait, mais c'est le but aussi, puisque on est à l'approche et donc encore une fois, on ne veut pas non plus manger... Enfin, il n'y a pas besoin de manger gastro, en tout cas, pour faire une bonne recharge glucidique et avoir une bonne alimentation veille de course. Thibaut va partager à nouveau avec nous. Cette fois, c'est sa stratégie de nutrition sur la course. Let's play. Let's play. Et la dernière question, mon plan nutrition un peu détaillé, comment tu le construis? En vrai, je suis pas aussi carré que toi, Baptiste Chassagne. Je construis pas vraiment de plan. Je me dis voilà, je vais manger régulièrement. Alors plus la course est rapide, plus je vais avoir des intervalles courts entre les prises, que ce soit de solide ou de liquide. Parfois un peu plus condensé en liquide quand c'est ultra court. Mais voilà, j'essaie d'être hyper régulier sur les premières parties de course et de faire beaucoup à la sensation sur les deuxièmes. Après, voilà, je sais qu'il faut parfois un peu se forcer, mais aussi s'écouter. Donc voilà, je suis pas hyper carré sur mon plan. J'ai des grandes idées, je sais à peu près voilà tous les combien je vais manger et du coup j'adapte avec les ravitaux et l'assistance que je vais pouvoir avoir. Mais par exemple sur les France, j'ai avalé un gel Baou tous les 30 minutes et j'avais une flasque avec de la boisson énergétique surdosée que j'ai bu sur la première heure. J'avais une surdosée dans 250 et une 250 d'eau, ce qui me permettait d'avoir un peu d'eau. Et puis j'avais une deuxième 250 surdosée vide que j'ai remplie au 25e kilomètre pour la dernière bosse. Donc voilà, j'ai un plan global, on va dire, que j'essaye de respecter, mais je suis pas hyper carré sur tous les grammes de glucides, par exemple.
que je sais que certains sont beaucoup plus carrés que moi, mais je fais à la fois au feeling, au ressenti aussi sur le moment de la course, et puis avoir un plan global pour savoir quoi emmener quand même avec soi. Voilà, j'espère que ça vous convient. Bon épisode à tout le monde et à très bientôt. Merci Thibaut. Oh là, Oh là. oh là. Il a fait aussi en espagnol, on a plusieurs versions. C'est ça. Et on peut préciser qu'à l'issue du plan de nutrition qu'il vient de détailler, il a été champion de France du coup de trail court. Proof of concept, validation. Donc il y a plusieurs façons de le gérer en fait, c'est ça, cette façon peut-être un peu moins construite au millimètre comme ce que vient d'exprimer Thibaut. Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire un peu plus arithmétique, et je pense que c'est un peu la façon dont vous c'est structuré, en tout cas pour Baptiste, et puis on va parler un peu plus spécifiquement de T-France ensuite, mais il y a vraiment deux écoles. Est-ce qu'on on peut avoir cette logique très, très scientifique, arithmétique, et l'autre plus instinctive, et je pense là-dessus apporter un regard qui soit à la fois valable pour un coureur élite ou un coureur comme moi, voilà, comment est-ce qu'on peut soi-même s'appliquer ça à ces grands principes? Est-ce qu'il y a vraiment, c'est très dépendant évidemment du format j'imagine, mais voilà, est-ce qu'il y a des grandes règles quand même? Ouais, c'est vrai que ça va pas mal dépendre du format. Alors avec Baptiste, c'est vrai qu'on prend toujours une séance à peu près J-7 pour vraiment se concentrer en fait sur le détail de la course. Donc de mon côté, j'essaye vraiment de planifier toute son alimentation sur la course. Donc moi je travaille avec les grammes de glucides par heure. Donc le but du jeu là, c'est maintenir un taux de glycémie constant, c'est ça en gros? Éviter les pics qui veut dire redescente aussi, j'imagine. C'est ça, on plateau toujours. Plateau de glycémie. Plateau de glycémie. L'idée c'est d'avoir faux plat montant. L'idée c'est vraiment d'avoir une glycémie qui va être le plus constante à l'effort. Ça va également être d'épargner en fait nos stocks de glycogène par un apport qui va être régulier en glucides. Donc en fait pour ces deux raisons-là, je préfère travailler avec des grammes par heure. Comme ça on sait sur la course ce dont il a besoin. Je sais également c'est quoi l'amplitude sur les grammes? Ça peut être ce qui est valable pour Baptiste, est-ce que pour un autre, alors ce qui est valable pour Baptiste ne l'est pas forcément pour tout le monde. Généralement avec Baptiste, sur les dernières courses qu'on a fait, il se situe entre 70 et 80, ce qui est déjà une bonne quantité de glucides sur des efforts qui sont proches des 6 heures. Voilà, c'est vrai que sur des efforts plus courts, il y a pas forcément besoin d'avoir autant un apport de glucides, tout simplement parce que nos stocks de glycogène permettent en fait de pouvoir effectuer l'effort, et l'alimentation va venir en complément juste pour soutenir nos stocks. Donc par exemple sur le trail court où j'ai pu faire le suivi de Lucille et Clovis également qui ont bien cartonné, on se situait plutôt entre 50 et 60 grammes de glucides par heure, donc on est quand même plus bas que Baptiste. Lucille Germain et Clovis Chabreau, ouais. C'est ça? Exactement, c'est ça, ouais, qui font 3 et 6e sur le France de trail court. Je trouve que je me permets de t'interrompre, mais c'est hyper intéressant parce que souvent on va corréler le nombre de gels ou la quantité de glucides à l'intensité de l'effort. Et en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est l'inverse. En fait, sur des efforts très intenses, au final, tout l'enjeu, il est plus avant le jour J. Et en fait, c'est plus sur des efforts d'ultra où là, en fait, on va augmenter le grammage de glucides par heure. Ouais, exact. Enfin, c'est vrai qu'avec les intensités très élevées, on pourrait aussi se permettre de monter jusqu'à des 90 grammes de glucides par heure. Je pense qu'il y a un petit peu moins d'intérêt, par exemple, sur des efforts qui vont être en dessous des 2h30 d'être aussi haut, parce que nos stocks de glycogène permettent malgré tout de fournir énormément d'énergie pour maintenir l'effort. La nutrition vient en complément, et c'est vrai que pour des efforts un peu plus courts, consommer 100 grammes de glucides ou même 120 grammes de glucides par heure, c'est lourd, il faut pouvoir les digérer. C'est vrai que l'intensité de l'effort fait que on a une contrainte en plus par rapport à du plus long où l'effort risque d'être un peu plus lisse. Donc par rapport à ça, je pense qu'on peut entre 50 et 60 grammes de glucides, c'est déjà une bonne quantité, mais que généralement la plupart des athlètes tolèrent. Pour le long, du coup, avec Baptiste, on prévoit vraiment ce qu'il va consommer heure par heure. L'idée, c'est d'échanger avec lui en amont de la course, savoir un petit peu à l'entraînement comment il a pu tolérer ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc
Actuellement, on sait qu'entre 70 et 80 grammes de glucides, il tolère, il n'a pas de souci avec, et donc on essaye d'être sur la portion de glucides la plus haut, sans causer vraiment, vraiment sans éviter, en évitant plutôt les troubles gastro-intestinaux. Donc voilà, on se situe par là. Pour des athlètes un peu plus amateurs, il faut essayer de déterminer de la même façon que Baptiste la consommation qui pose aucun souci et qui est la plus haute en glucides. S'ils pratiquent régulièrement le training The Gut, ils peuvent être, des athlètes amateurs peuvent être plus hauts même que Baptiste. C'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut essayer de déterminer un petit peu ce seuil, cette limite, et ensuite construire son plan autour de ça. Donc après, avec Baptiste, on time heure par heure combien on va apporter et sous quelle forme aussi, si on privilégie plutôt les compotes, plutôt les bars ou plutôt par la boisson, et c'est comme ça qu'on construit le plan. Et juste aussi une petite précision très facile pour se dire comment je calcule le nombre de grammes de glucides que j'apporte par heure. En fait, il suffit de tourner le petit produit, la compote, le gel, la boisson, de regarder le nombre de grammes de glucides et de réaliser une addition et de se dire si je mange ça par heure, je vais ajouter le nombre de grammes de glucides, à pas confondre avec les calories. Vraiment regarder le grammage en glucides et additionner. C'est tout simple. Moi, j'ai une lecture beaucoup plus intuitive sur ça, dans le sens sur ma pratique, moi, de coureur ordinaire, c'est toujours d'anticiper en tout cas le besoin. Donc, j'ai pas du tout de plan, ou je calcule pas du tout. C'est juste, je me dis, au moment où je commence à sentir un tout petit peu que soit j'ai faim, soit j'ai soif, de pas attendre que ce soit trop prononcé, parce que ça veut peut-être dire que c'est trop tard. Est-ce que c'est aussi une bonne façon de le faire pour quelqu'un qui regarde ça de façon moins scientifique? Ouais, c'est vrai que les signaux font que du coup on sait quand on commence à être un peu plus mal, et c'est vrai qu'en fait quand on commence à avoir les signaux, généralement c'est un peu tard. Donc du coup l'idée de la prévention, c'est ce qu'on applique en fait en faisant le plan. Donc je pense qu'on peut dire en fait qu'on va manger en prévention. On mange pas forcément avec la faim, déjà parce qu'il y a eu des gros repas qui ont été faits la veille, également le jour J, le matin de la course. Mais donc du coup on mange vraiment en prévention, et on essaye d'apporter nos calories principalement par les glucides du coup. On a parlé de nutrition, il y a aussi un point important sur la course et la gestion de son hydratation. Là aussi, c'est quoi? C'est la régularité et des volumes raisonnables, c'est ça la clé? Ouais, c'est la clé. On peut également essayer de la déterminer un petit peu, on peut déterminer nos besoins hydriques et essayer de les estimer en avant de la course en effectuant des pesées avant et après l'entraînement. Donc ça permet de déterminer environ la quantité de liquide qu'on devra ingérer sur la course dans les mêmes conditions. Généralement, à l'effort, sur une heure, ça va être plus ou moins 500 ml par heure. Donc voilà, c'est un chiffre comme ça. Mais généralement, cette règle marche quand même pas mal pour la plupart des athlètes. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est l'individualiser en fonction du coup des capacités aussi à pouvoir absorber des grandes quantités de fluide, également par rapport aux conditions climatiques qui vont venir également beaucoup jouer sur la prise. Donc voilà, l'hydratation, ça reste également important pour éviter un petit peu ces défaillances. Généralement, à partir de 2% de perte de poids de corps, de déshydratation, on perd 20% de nos capacités de travail en aérobie, donc c'est énorme. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les calories et les glucides, on peut les apporter par la boisson, donc ça fait plusieurs raisons en tout cas de bien s'hydrater pendant une course. L'objectif est atteint, le jour J a été réussi. Il y a l'après. Comment se gère cette partie de récupération, qui est une partie qui peut parfois négliger? Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire dans les heures qui suivent? Et puis derrière ça, toute la question sur l'analyse et la post-rationalisation de la course. Qu'est-ce qu'on doit porter le regard? Est-ce que c'est important de consigner ce qu'on a vécu et retenu pour pouvoir optimiser pour la fois d'après? Il faut prendre sa planche de surf déjà et kiffer. Et surfer la vague. S'installer bien au chaud sur son nuage. Exactement. Ouais, je pense qu'il faut profiter généralement. Par exemple, si je prends l'exemple du cyclisme où on peut enchaîner les jours de course, il y a les courses par étapes, et même entre les semaines, on peut
beaucoup courir. Je pense qu'en course à pied, en trail, même sur route, on a plutôt des objectifs qui sont sur long terme. Donc c'est vrai qu'après la course, je pense qu'il faut savoir profiter, se faire plaisir. Généralement, c'est pas souvent le repas d'après-course qui va être un petit peu le repas plaisir, parce que parfois, il y a les petits problèmes gastro-intestinaux qui peuvent survenir après l'effort. Suite justement à ce phénomène d'ischémie dont on a parlé tout à l'heure et de reperfusion, donc du coup où le sang va revenir vers le système digestif, et donc certaines personnes sont très sensibles à ça et ont des problèmes. Donc généralement c'est vrai que suite à un effort physique, on essaye de rester peut-être assez light, assez digeste, et c'est peut-être du coup le soir ou peut-être même le lendemain où on peut aller se faire plaisir sans prendre trop de risques. Toi, Baptiste, tu passes beaucoup de temps à étudier la façon dont tu as ressenti la course et à analyser tout ça avec un débrief avec Jocelyn, j'imagine, à chaque fois. Ouais, c'est facilité par le fait que je dors très peu après les courses. Typiquement, après les France, j'ai pas dormi d'un sommeil lourd pendant 72 heures, tellement j'étais excité avec l'adrénaline. Et donc, du coup, que des petites somnolences. Et donc, du coup, tout de suite... J'ai vu les stories Instagram en boîte de nuit aussi. Hein. Alors, en salle de concert. Salle de concert, okay. C'est la manière soft de le dire. Et donc, tout de suite, j'essaye de capitaliser sur le fait sur ce qui s'est bien passé. Et je travaille aussi avec une préparatrice mentale avec le team, Happy Perf, Anne Fourier. Et elle a dit une phrase qui, moi, m'a marqué, c'est: on débriefe trop souvent ce qui n'a pas fonctionné et rarement ce qui a marché. Donc oui, tout de suite, moi, j'essaye de tout de suite l'ancrer pour pas me dire je le ferai plus tard. Non, j'essaye de l'ancrer tout de suite parce que à chaud, c'est quand même assez fort, assez palpable. Et ensuite, je m'y replonge. Donc je le fais par écrit, j'écris. Messieurs, ça se passait bien jusqu'à maintenant. On ouvre une nouvelle rubrique du podcast qui est étroitement liée. C'est la petite cousine du format traditionnel de course épique, de la question qui pique. C'est la question épicée. Pimentée. La question pimentée. Je disais la petite cousine, d'habitude, au bar, ils me servent la petite sœur. On va parler manœuvre militaire, pardon. C'est assez étonnant, je vous l'accorde. On va parler plus précisément du débarquement de Normandie, donc une opération militaire amphibie et aéroportée alliée pendant la Seconde Guerre mondiale, lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est la phase d'assaut d'une plus vaste opération qui vise à créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe et à l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Cette opération Neptune, tel est son nom, inclut les opérations aéroportées américaines et britanniques pendant la nuit du 6 juin, ainsi que les bombardements préparatoires aériens et navals, et non pas navaux, les défenses côtières allemandes, la traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires, et enfin le débarquement des troupes dès le 6 juin au matin, appelé et passé à la postérité sous le nom de Jour J, sujet de notre épisode du jour. D-Day. D-Day. Winston Churchill, qui était Premier ministre à l'époque britannique, eut ces mots: en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être protégée par un rempart de mensonges. Voilà ma question pimentée pour vous. Churchill, c'est sûr, c'est la stratégie, mais militaire cette fois. Qu'est-ce qu'il a mis en place donc militairement pour semer le doute dans l'esprit et l'organisation de l'armée allemande à l'occasion de ce débarquement? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que ce jour J marque l'histoire et change la face du monde? On peut faire appel à un popote. Ah oui, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de 50-50. Ouais. Allez, facile. Baptiste, toi qui es le stratège. Oh. Je peux vous libérer. je peux vous le dire. L'idée, en tout cas, il voulait tromper Hitler sur la date et le lieu du débarquement. C'était un peu ça le sujet. Et donc pour ça, les Alliés ont monté une des plus grandes intox de tous les temps, l'opération Fortitude. Les services secrets anglais ont créé de toutes pièces une armée fictive avec des chars gonflables, des appareils militaires factices, de fausses barges dans la mer et même de faux espions pour faire croire aux Allemands un débarquement à Calais sur la mer du Nord. Au-delà de cette fake news qui était spectaculaire, les Alliés comme les Allemands ont rivalisé d'inventivité pour s'espionner ou contrer celui de l'adversaire. Dans ce cadre-là, les Indiens d'Amérique de la tribu des Navajo ont joué un rôle décisif. Ils étaient chargés de transmettre des messages radio en utilisant leur propre langue. Les Allemands sont ainsi parvenus à intercepter plusieurs de ces conversations, mais jamais à déchiffrer les messages. La participation des Navajo durant la guerre est restée secrète jusqu'en les années 2000. Il a fallu attendre 2014 et le 70e anniversaire du débarquement pour qu'un premier hommage soit rendu aux Code Talkers indiens. Franchement,
S'ils avaient eu l'inspecteur Navarro sous la main, on peut dire que les Allemands auraient réussi à déchiffrer ce message à coup sûr. Ou son petit-fils qui court actuellement le marathon, pareil. Ah ouais, Nicolas. Exactement. Bien vu. Bon, un peu pimenté, hein, j'avoue. Pas très facile. Un peu corsé la petite cuisine. Ouais. Dans ce hors-série, l'idée, je l'ai dit en introduction, c'est aussi d'illustrer de façon très concrète. Et là, l'actualité brillante de Baptiste nous rend sacrément service. On aurait plein de choses à se raconter, mais là, il se trouve que tu as signé une performance exceptionnelle il y a très peu de temps au trail de la Cité de Pierre, qui était le cadre des championnats de France, voire des sélections pour l'équipe de France de trail. Pour en donner juste rapidement le contour, donc c'est la Cité de Pierre, le cadre dans lequel se passe la course. C'est un site classé au cœur des Causses et Cévennes et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur le Causse Noir, en Aveyron, à 15 km de Millau et de son célèbre viaduc, cette cité de Pierre offre des paysages somptueux et une découverte de rochers aux formes insolites. Bon, j'imagine que tu n'as pas trop eu le temps de faire de tourisme, Baptiste, c'est pas trop l'objet de ta visite là-bas. Non, j'ai pas acheté de terrain non plus. Il y avait deux formats. Le format le samedi 18 mars, c'était le championnat de France trail court sur 31 km pour 1150 mètres de D+. Et le lendemain, à 6h du mat, le championnat de France trail long, 68 km, 2700 mètres de D+, en théorie, auquel toi tu as pris part, Baptiste. Il y avait d'autres formats de course, 10 km, 16 km, course pour enfants. Il y a une petite surprise quelques jours avant, puisque la direction de course a pris la décision de modifier le parcours du 68 et du 31 suite à un problème foncier. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Qu'un propriétaire voulait plus qu'on passe que des trailers passe chez lui à 10h du mat. Pas sympa. Ouais. S'il avait dit oui avant, c'est pas cool. Oui, c'est vrai. De rétro-pédaler, c'est pas cool. Donc là, vous avez pris 200 mètres de D+, en moins. Ouais, après, ils ont rajouté quand même une belle bosse qui m'a surprise, parce que j'avais repéré... Donc il n'y avait pas tant de... il y avait 2650 au final, au lieu de 2007. Et donc je l'ai dit, l'enjeu au-delà de cette course, c'était d'aller décrocher une place en équipe de France, chose que tu as pu faire en vue des championnats du monde qui se tiennent à Innsbruck du 6 au 10 juin prochain. On va remonter le temps, Bat. Tu avais décliné ta sélection en équipe de France pour la Thaïlande, c'était en novembre dernier. C'était un peu après ta CCC en août 2022, un post... et un texte très touchant, en tout cas, et très marquant. Moi, j'ai des phrases qui me restent encore en tête de ce message que tu as pu rédiger. Est-ce que c'est une décision qui t'a habité, pour peut-être dire hanté longtemps ? C'est dur de prendre cette décision, j'imagine. Elle m'a pas hanté, mais elle m'a habité, oui. C'est... avec réflexion, on m'a souvent parlé des bons problèmes, et je me suis dit que c'est le plus beau problème qui m'a été demandé de résoudre. Au final, assez simplement, en ayant des phrases fortes et un entourage qui me conseillait bien. La première, c'était que moi, je voulais réaliser non pas une belle saison, mais une grande carrière, et que ces championnats du monde, ce serait peut-être la course de trop, au sens où je me blesserais, je mettrais du temps à revenir. Et aussi, l'autre aspect, c'était que moi, le maillot bleu, j'en rêve depuis que je suis tout petit, mais vraiment tout petit. Et je veux pas simplement le porter, je veux l'honorer. Et je trouve qu'il y a une nuance qui est vraiment forte, et là j'aurais pas été en mesure j'aurais pu le porter, mais j'aurais pas pu l'honorer de mon 200%. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis fait une promesse, je me suis promis que je ferais tout, j'alignerais tout pour arriver en forme le jour J, ou du moins je donnerais tout mon possible pour être en capacité de me recréer l'opportunité de porter ce maillot le jour J. Ça voulait pas dire que je me suis promis de le reporter ou de réaliser une grande course, mais juste de tout faire jusqu'au J-1 pour être dans les meilleures dispositions. Et ça, en fait, cette promesse, elle ne dépendait que de moi. Et je savais qu'à J-1, quoi qu'il se passait, je l'avais réussi. J'avais, dans la démarche, dans ces 6 mois entre ma décision où j'avais décliné et le départ de cette nouvelle chance de pouvoir le porter, j'avais fait le job et j'avais mis toutes les chances de mon côté. Donc, je partais serein. Donc, pas de surpression. Le fait d'avoir décliné, ça n'a pas pu jouer et mettre... plus d'enjeux sur cette course-là en particulier? Un peu quand même, ce serait mentir que dire que j'aurais pu saisir l'opportunité quand elle s'est présentée, mais mon coach Simon Gosselin et mon team manager Thomas Janichon, ils m'ont dit mais est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu te sens assez fort pour le refaire si tu l'as déjà fait une fois? Je me suis dit bah ouais, et donc du coup en fait ça m'a donné plus un supplément d'âme qu'autre chose. Et je me souviens, dans la dernière bosse, j'ai croisé Simon à 600 mètres, tu vois, j'en parle, j'ai encore la joie qui vient et la rage aussi. Et je lui crie un peu, c'est un peu, je sais pas si mais c'est assez animal, je dis, genre le maillot il est à moi. Et c'est comme ça que, dans la dernière bosse, je visualisais que ça. Et
Et je sais pas ce que ça veut dire. À moi, ça veut dire un peu de propriété, mais ce que je veux dire, c'est que, bref, ça me motivait vraiment. C'est venu du fond du cœur et je pense que ça m'a permis d'aller chercher mon meilleur et de réaliser cette performance. Donc, avec le recul, c'était une décision que j'estime courageuse, mais bénéfique. L'objectif là que tu t'es assigné avant, c'est la sélection, c'est tout faire pour gagner, c'est faire une belle course. Le curseur, tu l'as placé où? J'ai fixé mon objectif au début, c'était, j'ai dit à Simon, entraîne-moi pour être champion de France. Et après j'ai travaillé un peu en prépa mentale et je me suis rendu compte que je me trompais un petit peu et que ça me mettait une pression. Et donc du coup, c'est passé à l'objectif ambitieux mais réalisable, qui ne dépendait que de moi, c'est je vais faire la plus belle course que j'ai jamais faite. C'est-à-dire pousser tous les curseurs plus loin que j'ai jamais poussé en termes d'implication, de sérieux, de 100 ans mort, enfin voilà, d'intensité. Et puis en fait, à 3 jours, 4 jours, ça a rechangé encore. Et je me suis dit, non, mon objectif, c'est d'avoir le sourire et la patate de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Puisque je me suis dit, si j'ai le sourire, je pense pas au résultat, ça fonctionnera. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis arrivé, j'étais conditionné. Et sur la ligne de départ, j'avais envie un peu de danser, tu vois, j'étais chaud. Et j'ai eu le sourire, le smile, jusqu'à l'arrivée. C'était incroyable. Ouais. Jocelyn, le plan et la stratégie nutritionnelle que vous aviez mise en place? Ouais, c'est sûr que moi qui n'étais pas sur place et qui suivais ça un peu de loin à travers les stories du team et des infos que j'arrivais un peu à recueillir sur les réseaux, ça fait vibrer et c'est vrai que ça vient conclure un petit peu tout ce qu'on a mis en place depuis 10 mois, bientôt 1 an. Et c'est vrai que j'étais super heureux pour lui parce que par rapport à ce qu'il a mis en place, ça a été mérité. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a tout qui a fonctionné ce jour-là. Donc, Simon Gosselin, au niveau de l'entraînement, l'a super bien préparé. Il a été super bien suivi sur l'entraînement mental avec Anne. Et puis, on se dit que, moi aussi, j'ai participé un petit peu à ce titre. Dans la mesure du fait que, je lui ai proposé ce plan nutrition et qu'il a réussi à suivre même de bout en bout. Donc on dit on a un petit peu les liserés aussi, mais voilà, je pense que tout le monde était super content pour lui et c'était vraiment cool comme sensation. Ouais, franchement, je suis touché et c'est une concrétisation collective. Moi, j'ai senti la puissance du collectif et je me suis fait porter par ça. Voilà, c'était génial. Merci le J. C'est à ton jour, je te vole les mots de la bouche, mais ta performance que tu considères comme étant la plus aboutie, est-ce que tu peux nous la faire vivre, les grandes lignes de cette course, et puis un choix stratégique aussi qui s'est avéré particulièrement payant. Est-ce que tu peux nous donner à vivre cette course avec toi? Carrément. Alors, je vous la raconte très rapidement et ensuite je vous raconte le détail qui m'a fait gagner ces championnats de France grâce à Jocelyn. Donc départ à 6h, un plateau d'élite assez dense mais homogène, pas de grands favoris, que des outsiders aux dents longues, et donc ça part assez fort, mais pas non plus à un rythme inconsidéré. Ça part à un tempo élevé et tous en groupe, et moi c'est ce que j'aime. J'ai aucune capacité d'explosivité, je sais pas poser une grosse attaque. En fait, ce qu'il faut, c'est que ça parte fort et au train, et que mes adversaires s'usent petit à petit et que je sois le moins usé des adversaires. Bref, ça part assez fort. On est au bout de 2 heures de course, on n'est plus que 7, mais ce qui reste quand même considérable. On attaque la deuxième bosse au kilomètre 30, une longue ascension assez roulante où là on fait l'effort à 3 avec Kevin Vermeulen et Benjamin Roubiol. On se retrouve tous les 3 en tête et à partir de là on va mener un rythme effréné. C'est un groupe qui est assez complémentaire. Il y en a un qui est fort en descente, l'autre en montée, l'autre à plat, et donc du coup en fait chacun appuie sur ses points forts, donc il n'y a aucun temps mort. Et ce qui est cool, parce qu'on sait qu'on est en train de creuser sur ce qui se passe derrière, mais par contre, il ne faut pas lâcher le wagon, quoi. Je suis en train de penser que Pierre, c'est l'anagramme de répit, presque. Là, tu n'en as pas eu. Ah ouais, ah là, il n'y a pas eu... Cité de Pierre, il n'y a pas eu... Ouais, non, là, c'était clairement pas la cité du répit. Et troisième boss, Benjamin, il appuie vraiment fort. Ce qui
moi je m'accroche, Kevin lâche, et là on se retrouve plus qu'à 2, au train à nouveau, et on arrive en haut de la bosse, et là il en remet une, mais vraiment fort. Et là, moi j'ai pensé craquer, clairement, à ce moment-là, je pense que je me résigne, et je me dis que je vais finir 2e, que je vais devoir assurer cette 2e place. Et finalement, sur le plateau suivant, je l'observe au loin, j'ai la surprise, je pense qu'il avait 1 minute d'avance. Puis là, en fait, sur le plateau, le dernier plateau qui précède la dernière montée avant d'arriver, je le vois au loin. Je me dis, il est pas si éloigné que ça. Et donc là, je fais l'effort sur le plat. Je le rattrape. Je le double en mode comme dans les films. J'ai toujours un peu rêvé de faire ça sans... Non, c'était très fair play, mais là, sans le regarder, j'attaque direct. Et là, je me relève plus, quoi. J'appuie autant que t'es bête, appuie autant que t'as envie de croire en tes rêves, et voilà, à partir de là, j'ai été transcendé, j'ai vécu la transcendance profonde, et c'était incroyable. J'avais une sorte de boule de feu à l'intérieur de moi, c'était cool, et ça m'a poussé jusqu'au bout, parce que je savais qu'il était plus fort en bosse que moi, que ça se terminait par une ascension de 30 minutes, et que j'avais que 1 minute d'avance au pied de la bosse. Donc là j'ai tout mis, et au final ça se concrétise. Je dirais que je comprends conscience que ça va se réaliser à 300 mètres de la ligne d'arrivée, et là en fait c'est une explosion, parce que peut-être que quand tu as plus le temps de profiter c'est peut-être plus diffus, mais là quand tu réalises à 300 mètres que ouais tu te retournes et en fait il est pas là, il est pas dans le dernier virage, donc tu vas peut-être pouvoir profiter, et là tu prends conscience. Et là je te parlais d'une vague, mais là c'est pas une vague, c'est Nazaré le truc. c'est puissant, et tu te laisses glisser jusqu'à la ligne d'arrivée, et tu vis des moments incroyables, et tu te sens extrêmement, extrêmement reconnaissant. Et tu es porté par ça après, on l'a compris, pendant un long moment. Pendant un long moment. Et c'est vraiment ça, le sentiment de reconnaissance. Quand moi je réussis un objectif, c'est ça qui m'habite, c'est que je me sens reconnaissant, et j'ai envie de rendre aux autres tout ce qu'ils m'ont donné, parce que franchement c'était grâce à eux. Ouais. En fait, je vivrais pas du tout les mêmes émotions si elles n'étaient pas partagées. Tu parlais tout à l'heure des enseignements, quand ça va bien. Là, est-ce que la conclusion, c'est que tous les curseurs étaient bien placés au bon endroit et que c'était le scénario parfait, donc tu ressors de cette course en te disant que c'est ça qu'il faut idéalement réussir à reproduire, même si y a malgré tout des critères que tu ne maîtrises pas, et puis sur notamment ce que font les autres. Mais en tout cas, ce qui est sous ton contrôle, là, c'était une juste façon, c'était un accomplissement et un niveau de perfection finalement. Carrément. Ce que j'ai vraiment appliqué et appris pendant cette course, il y a 2 choses. La première, c'est que en fait, il faut vachement se concentrer sur ses allures. Avant, j'avais un petit peu tendance à suivre ou à vouloir à faire en fonction des autres. Là, je me suis vraiment fait confiance, et quand ils prenaient un petit peu d'avance, moi, je savais que par exemple, le pied des bosses, j'étais pas très explosif, donc j'allais prendre 10-15 secondes, mais en fait, j'étais confiant en mes forces, je savais qu'au tempo, j'allais revenir. Donc voilà, me faire confiance. Et la deuxième chose, c'est de pousser le niveau de stratégie jusqu'à en faire presque un gain marginal. Parce que avec Joss, on a mis en place un plan de nutrition, j'ai dit que j'allais en parler. On avait 2 assistances jusqu'à mi-course. Et ensuite, sur la deuxième partie de course, pendant 3 heures, on était en autonomie, plus ou moins 3 heures. Et là, Joss, il me dit, tu vas partir avec une ceinture, léger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à mi-course, tu vas récupérer un sac. Certes, tu seras un petit peu plus lourd au début du deuxième tronçon. Par contre, après, tu n'auras plus besoin de t'arrêter parce que tu auras tout sur toi. Et donc, du coup, tu vas pouvoir mettre la pression à tes adversaires qui, eux, devront s'arrêter si tu es au fight. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sur chaque ravitaillement, en fait, je savais, si j'arrivais avec eux, je savais que je partais à minimum avec 20 ou 30 secondes d'avance parce que je n'avais pas à m'arrêter pour remplir mes flasques. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au sens où je leur ai mis la pression. Ils sont mal alimentés, ils m'ont vu partir, ils se sont affolés. Je pense qu'ils ont mal rempli leur gourde. Et en fait, à la fin, ils ont tous les 2 fait une hypoglycémie. Voilà. Disons que je sais pas si j'étais le plus fort vraiment à la pédale physiquement, mais j'ai été le plus malin grâce aux conseils de mon entourage. Et ça, c'est un vrai apprentissage. C'est qu'aujourd'hui, le trail, c'est tellement en train d'augmenter en termes de niveau que les victoires, elles se jouent là. Le souci du détail. Et puis l'itération, en gros, tout ce que tu as appris de tes récentes courses, de tes 4e places, de ton podium à la Saint-Élion, tout ça, ça construit cette belle histoire. La sélection pour l'équipe de France induit une qualification pour les championnats du monde. Est-ce que ça bouscule un plan
que tu avais établi, est-ce que c'était quand même en pointillé dans ta saison et ce rendez-vous en juin, il était dans ton esprit en tout cas comme prioritaire et donc tu avais un peu organisé ta saison et tes objectifs autour de ça, sans être certain d'être qualifié nécessairement, mais en tout cas c'était déjà le grand rendez-vous d'avant-été? Non, je m'étais refusé de penser ce qui se passerait à J+1. On en revient à l'importance du jour J. Je voulais tout faire bien jusqu'au jour J et rien construire après pour pas risquer d'être déçu si ça n'arrivait pas. Et donc du coup j'ai le plaisir de construire en fait là. Effectivement il faut un petit peu improviser, construire dans un laps de temps qui est restreint. Mais je le fais avec énormément d'enthousiasme, je suis super bien entouré, donc là j'ai 3 mois qui me séparent non même pas, 2 mois, 2 mois qui me séparent des mondes et j'ai effectué une très bonne préparation hivernale et l'idée ça va être de capitaliser dessus pour honorer ce maillot de mon 250, 300%. Est-ce qu'on peut déjà parler d'ambition ou d'objectifs pour les championnats du monde ou c'est vraiment prématuré? Est-ce que tu dis il y a une dizaine de semaines de ce rendez-vous? Ouais, j'ai un motto, une punchline qui m'anime maintenant. En fait, maintenant que j'ai gagné une course, c'est la première fois que je gagne les championnats de France, une grande course. J'ai expérimenté ça. Je crois que ça m'a fait débloquer quelque chose mentalement. Et ma punchline, c'est pas d'objectif, mais pas de limite. Donc pour l'instant c'est ça, peut-être qu'à 3-4 jours je réajusterai en fonction, mais pour l'instant c'est ça et ça me va bien. Juste pour citer quand même les autres athlètes qui ont triomphé, on ne pourra pas citer tous les podiums, mais voilà, on a une petite pensée pour Lucille Germain que tu évoquais tout à l'heure aussi, qui a fini une grosse pensée, même une gros convoi une de bonne affectueuse pensée pour Lulu. Chez les femmes, donc c'est Clémentine Geoffrey qui l'a remporté sur le format court. C'est Anne-Lise Rousset qui a remporté le format long. Elle a décliné sa sélection pour l'équipe de France parce qu'elle a d'autres objectifs. C'est la hard rock. Trail court homme, on l'a entendu, on a eu cette chance et on le remercie à nouveau. Thibaut Barognan, titré, voilà, un bien beau vainqueur. Et puis Baptiste donc sur le format long devant Benjamin Roubiol et Romain Maillard, voilà, qui complètent le podium. Je crois, Jocelyn, qu'on peut retrouver, en tout cas Jocelyn Baptiste, voilà, le plan de nutrition, vous l'avez documenté. Où est-ce qu'on peut trouver, si nos auditeurs veulent mettre un peu le nez dedans et s'inspirer? Ouais, alors avec Baptiste, on a profité un peu de l'occasion pour faire une publi partagée donc, sur Instagram où on reprend point par point en fait, son alimentation, donc tout ce qui a été consommé pendant la course, les grammes de glucides par heure qui ont été consommés. Au niveau de l'hydratation, pareil. On reprend en fait les points clés de sa nutrition sur la course. L'idée, c'était aussi d'être, de faire partager, d'être un peu transparent là-dessus parce que voilà, ça intéresse. Il y a de plus en plus de monde qui regarde ce que font les athlètes et Baptiste, avec Baptiste, on avait vraiment envie de partager ça. Donc voilà, on voit avec quoi il repart sur les ravitaux. C'est vrai que le plan il est fait pour Baptiste, mais il y a aussi Thomas Janichon qui s'occupe des ravitaillements de Baptiste pour perdre le moins de temps possible. Et en fait, à travers le plan, j'essaie de lui faire passer aussi le maximum d'informations pour qu'il puisse le faire appliquer le plus rapidement possible. Et donc on aborde aussi un petit peu les consignes que Thomas a dû appliquer pour que Baptiste reparte au plus vite. Et voilà, on peut retrouver du coup sur Insta un petit peu le récit. La potion magique. La potion magique. Car Baptiste n'est pas tombé dedans quand il était petit, c'est Jocelyn qui l'aide, ça se co-construit. Ouais. Et juste, il vient d'inventer un mot, je pense, il a fait le mélange de athlète et élite, et ça fait athlète. Ah oui, c'est joli. Ouais. C'est une contraction, c'est pour faire vite. Ouais, c'est pour faire vite, pour faire synthétique, on n'a plus le temps. Juste pour préciser, donc on enregistre cet épisode le 31 mars, donc ça doit être une publication Insta qui doit être autour du 25-26 mars peut-être, j'imagine que ça fait quelques jours que ça a été publié. Merci beaucoup messieurs, on arrive à la dernière rubrique de ce premier épisode de Popote. Voilà, Jocelyn a bûché jusqu'à tard dans la nuit, il a mis trois auteurs à ses côtés pour rédiger cette rubrique qui s'appelle le poteau de la fin. Voilà, joli clin d'œil au motto de la fin de Course Épique. On va donc chacun livrer un peu en une phrase, une expression, ce qu'on a retenu ou ce qu'on a en tout cas envie de dire de cet épisode. Donc voilà, on peut aller dans
le drôle, le sérieux, le sensible, le philosophe. Enfin, le spectre est très large. Moi, je vais ouvrir le bal et puis on va demander surtout à nos auditeurs, donc on va publier ces motos sur les réseaux sociaux, enfin ces potos en l'occurrence, de nous dire quel est leur favori parmi les 3. Donc moi, j'en avais fait un peu un sérieux. Le premier, c'était pour atteindre ton objectif, ne néglige pas ton apport nutritif. Voilà. Pas mal. Pas mal. Sérieux, scolaire. Pas mal. Mais je vais opter pour... C'est un alexandrin, non? Ouais, il faudrait que je recompte. Plus Ouais. de points. Finalement, pour moi, ce sera là, il n'y a pas de glycogène, il n'y a pas de plaisir. Ok. Voilà, ma proposition. Ouais, tu me le dis là. Alors, allez, Jocelyn, tiens, Allez. je te prends de court. Alors, moi, c'est philosophe, hein, en tout cas, c'est bien recherché. Du coup, des glucides à l'entraînement, tu consommeras, redoutable le jour J, tu seras. Ah, c'est Oh. Maître Yoda, Maître Yoda. Maître Joda. Bravo. Ouais. Baptiste, à toi. Moi, c'est un proverbe congolo-chamoniard. Pour répondre présent le jour J, il ne suffit pas de lever la main, mais de se sortir les doigts. Joli. Pas mal. Pas mal. Tout en finesse. Ouais. 3 approches différentes, finalement. Voilà, c'est représentatif chacun de nos personnalités. Merci, messieurs. C'en est fini de ce premier format hors série de Popote. Rendez-vous au mois de mai pour le prochain. On va parler... Je suis déjà nostalgique de ce moment. entre Mais nous. ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que on dévoile un peu les secrets. On enregistre un 2e épisode juste après. Ouais. Donc, dans le prochain épisode, donc, qui est dans quelques minutes pour nous, mais dans quelques semaines pour vous, on va parler de plaisir. Peut-on mêler alimentation, plaisir et performance? Encore un bien beau sujet. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter cet épisode. Merci à tous les deux pour vos regards toujours affûtés. On est en période d'affûtage pour certains avec le marathon. Mais voilà, vous êtes affûtés en toutes circonstances. Merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous dans quelques minutes, mais dans quelques semaines, surtout pour ce 2e format Popote. Et pour nos auditeurs, si vous avez des retours, je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas. Un petit mot de la fin, Baptiste, Jocelyn? Juste merci. C'était un Merci. chouette moment. Ouais, merci pour l'invitation. Allez. Salut, merci. Un salut plus franc. Salut. Une Autant poignée de main, viril. ouais, pas la poignée de main molle, un peu flasque, ouais, un Non, peu parce qu'on moite. est content. Ouais. On est heureux. Un grand check. Merci, messieurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.